Une première table ronde autour du thème accéder au patrimoine. Et donc nous invitons Isabelle Moret, Maxime Dubo et Thomas Dusset à venir nous rejoindre. Donc à nos côtés aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Moret, chargée de projets socio-culturels au Centre hospitalier du Mans. Mais également Maxime Dubo, qui est donc cofondateur de la Borne Arthur. Et enfin Thomas Dusset, médiateur au Musée du Mans. Donc bonjour à tous les trois et merci de votre présence aujourd'hui. Donc nous avons réunis afin de discuter de la question de l'accessibilité du patrimoine, mais surtout comment celle-ci peut être solutionnée. Alors Thomas, on va commencer avec vous. Donc vous êtes médiateur au Musée du Mans et vous êtes amené à effectuer des médiations auprès de publics spécifiques ou empêchés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce que vous faites ? Alors, en effet, mon travail consiste principalement à faire des visites, mais surtout des ateliers en fait, de pratique artistique pour des publics, à partir de la grande section jusqu'aux personnes âgées en fait, de toute origine, que ce soit principalement au musée directement, ou alors je me déplace aussi pour les publics empêchés, pour aller faire directement, présenter du coup les collections, faire des activités du coup avec les personnes. Je suis aussi référent du coup des projets street art et des projets sonores entre autres pour les musées du monde. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler peut-être Alors l'idée c'est de pouvoir vulgariser en fait les collections permanentes du musée, les expositions temporaires, avec des visites et aussi des ateliers pour à la fois apprendre tout le côté technique qu'il peut y avoir dans la diversité artistique, et aussi les mouvements qui sont présentés, et permettre aux gens de découvrir et de passer aussi un bon moment, en essayant d'adapter forcément avec le type de public en fonction de l'âge, etc., ou des handicaps que les personnes peuvent avoir. Vous intervenez hors les murs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces interventions-là ? En effet, j'interviens régulièrement et depuis plusieurs années maintenant, et même c'était déjà en place avant que je commence à travailler pour les musées du Mans. Ça, je peux intervenir au service pédiatrie de l'hôpital du Mans plusieurs fois par an, moi et des collègues aussi du musée, pour on choisit en amont les thèmes et tout, et ensuite on va se retrouver à des dates précises. J'interviens aussi à la maison d'arrêt de Coulennes, où je vais pareil faire une présentation, ensuite faire un atelier avec des groupes de détenus. Quatre fois par an, je vais là-bas, et aussi ça arrive qu'ils puissent venir en fait au musée. Et je travaille en partenariat du coup avec des enseignantes en fait qui sont présentes du coup toute l'année à la maison d'arrêt. Et vous travaillez ici à l'Arche notamment ? Alors en effet, on a un partenariat avec l'hôpital de l'Arche et particulièrement l'école de l'Arche, où là il y a des enfants qui vont venir. Le plus souvent, ils viennent au musée par petits groupes, mais ça peut m'arriver aussi d'aller là-bas en fait pour me permettre du coup de faire des médiations et d'aller rencontrer aussi ces publics. Merci Thomas pour ces explications. Nous avons donc vu qu'il existait une collaboration entre les musées du Mans, mais aussi le centre hospitalier. Cependant, ce n'est pas le seul moyen pour l'hôpital de faire entrer le patrimoine, mais aussi la culture donc dans cet établissement. Nous allons donc voir à présent un outil assez innovant qui a été inauguré au centre hospitalier du Mans en 2023, à savoir la Borne Arthur. Maxime, vous êtes donc l'un des fondateurs de ce dispositif. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quelques mots en quoi il consiste, mais aussi comment est née l'idée de cet outil et à quelles problématiques vous souhaitez répondre ? Alors oui, moi je suis Maxime Dubo, je suis un des fondateurs de la Borne Arthur, qui est appelé souvent le musée numérique, qui permet en fait, qu'il y a un dispositif culturel que vous voyez ici, donc est un iPad avec un bras articulé, qui permet de rendre accessible l'art et la culture et le patrimoine. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça de manière succincte. Pour vous dire, nous on a créé cet outil-là en 2017, donc on va bientôt fêter nos 9 ans. Et on travaille aujourd'hui dans 4 pays, sur différents publics et différents secteurs. On a été les principaux acteurs dans ce qu'on appelle les publics empêchés, encore que j'aime pas forcément ce terme-là. On a plus de 100 EHPAD, 100 bornes qui sont équipées dans différents EHPAD en France, Suisse, Belgique et Luxembourg, pour permettre aux résidents, une fois arrivés dans ces établissements-là, de continuer à avoir un accès à l'art et à la culture, mais aussi de pouvoir bénéficier d'un premier contact avec la culture, car on est extrêmement aussi présent dans les lieux et dans les zones rurales, où on a finalement des personnes qui découvrent leur premier tableau de maître, on va dire, à 80 ans. Et donc l'idée de la Borne Arthur, c'était de permettre
de rendre l'art et la culture accessibles au public, mais on ne parle pas que d'accessibilité, on parle aussi de réflexes dits culturels, parce qu'aujourd'hui, avec Google ou un autre moteur de recherche, on peut accéder aux différentes œuvres une fois qu'on connaît l'œuvre. On va plutôt nous parler de réflexes culturels et donc de venir toucher les publics là où ils sont. Désormais, la borne est donc dans les EHPAD, les hôpitaux, on va en parler avec Isabelle, mais on travaille également avec des communes, des agglomérations, des départements. Et on va cette année équiper notre 10e département dans le cadre des bornes Arthur, par le biais des communications et des actions qu'on peut réaliser en réseau, par le biais des archives et des bibliothèques départementales. On pourra voir ce module-là peut-être un peu plus tard dans des questions-réponses, parce qu'on valorise aussi des fonds photographiques patrimoniaux dans la borne Arthur. Mais pour résumer un petit peu, la borne Arthur, le musée numérique, permet de découvrir 50 à 60 musées et institutions du monde entier. On a les grands musées parisiens, des musées européens, américains, et on a aussi la chance et l'opportunité dans la borne de découvrir des œuvres de musées de l'autre bout du monde, notamment des musées en Océanie. Donc on est vraiment sur une découverte de 5000 ans d'art et d'histoire. Et l'idée, c'est de permettre différents modules pour permettre différentes accessibilités à la culture. Je me tourne à présent vers vous, Isabelle. Comment est née la collaboration entre le centre hospitalier du Mans et la borne Arthur? Pourquoi le centre hospitalier a souhaité intégrer ce dispositif au sein de son service? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, le centre hospitalier a développé de nombreux partenariats avec déjà les acteurs culturels de la ville depuis longtemps, avec les musées du Mans, avec Sarthe, le département de la Sarthe, Architecture, l'abbaye royale de l'Épau, pour des interventions type conférences, ateliers, comme Thomas l'expliquait auprès des enfants. Il y a eu cette période de crise sanitaire qui nous a fait réfléchir à d'autres moyens, déjà dans un premier temps, de permettre l'accès à la culture, parce qu'on a été quand même pendant plusieurs années bloqué par les interventions. On a eu cette période-là. Il y a eu il y a aussi l'accès au bon moment et au plus près du patient, parce que au bon moment, on a nos interventions, mais quelquefois il y a des patients qui sont repérés par des soignants isolés, qui ont un intérêt pour la culture ou pas, mais qui ont besoin d'échanges. Et là, on n'avait pas l'intervenant disponible, donc c'est normal. Et on s'est dit, cet outil qui nous a été au départ envoyé, on avait cette sensibilité à développer quelque chose de numérique au chevet des patients. Et on a voulu en savoir plus avec la borne Arthur, parce qu'on avait essayé, nous, avec nos tablettes, de tester des choses, mais ça n'avait rien à voir avec la qualité et l'accessibilité pour accéder à des œuvres, moi, je ne suis pas médiatrice culturelle, mes collègues de l'animation sociale non plus, donc c'est tout un métier. Et pour le moment, on n'a pas de médiateur culturel sur place chez nous à l'hôpital. Donc il fallait aussi qu'on trouve quelque chose de qualitatif à proposer à nos patients, qu'ils soient enfants, adultes ou personnes âgées. Pour le moment, on a fait le choix, dans un premier temps, donc, de l'achat d'une borne Arthur que l'on a consacrée, qu'on a voulu développer, voir les retours, etc., sur notre public âgé de gériatrie. Voilà, et les retours sont donc positifs. Je crois qu'on en parle plus. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on peut s'intéresser maintenant à la manière dont ces outils fonctionnent concrètement. On en a déjà un petit peu parlé, et aussi au défi du patrimoine dans les murs. Donc, peut-être un peu plus encore dans les détails, comment fonctionne la borne Arthur et à quoi ont accès les utilisateurs. Alors, le but n'est pas de vous faire une démo sans borne Arthur pour ne pas endormir tout le monde, ni d'être dans une approche trop commerciale, mais il faut se dire que depuis 9 ans, on travaille sur la question de l'accès à la culture dans des lieux de vie. Et donc, il y a eu pas mal d'histoires assez rigolotes de présentations, de démonstrations, de tests, d'essais-erreurs, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer différents modules d'utilisation de la borne, avec l'idée de se dire qu'il faut d'un côté être sur une utilisation prête à l'emploi, parce qu'une bibliothécaire, une animatrice en EHPAD n'aura pas forcément le temps ni les compétences de créer son animation, donc on parle d'utilisation clé en main.
on a donc un module qui s'appelle le parcours libre qui permet de découvrir et d'explorer avec les résidents ou avec le public 5000 ans d'arrêt d'histoire. Et à ce moment-là, la navigation et l'exploration se fait par une découverte visuelle. Donc on est sur une première approche, une découverte de l'art en lien avec une sensibilité esthétique. Donc on choisit les œuvres, on se pose des questions autour de cette approche-là. On a aussi un module de favoris qui permet de travailler sur une œuvre rencontrée dans la borne, mais qui permet aussi d'être imprimée dans un second temps, car toutes les œuvres de la borne sont libres de droit. Donc on peut travailler sur des outils créatifs, on peut proposer, et c'est ce qu'on va développer dans les prochaines semaines et mois, par exemple, dans un EHPAD et aussi au niveau de la gériatrie au centre hospitalier du Mans, que les personnes puissent choisir leur propre exposition, la créer puis l'imprimer. On a tout un travail d'exposition. Dans la borne, aujourd'hui, il y a plus de 750 expositions. Alors, c'est un effet cumulé de milliers d'heures de travail. Et on a aussi des conférences clés en main qui permettent de travailler et de présenter un thème avec tout un contenu qui est prêt à être lu, prêt à l'emploi, pour des médiations guidées, avec un thème bien défini autour d'un événement particulier. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un module jeunesse qui permettra, dans le cadre des bibliothèques, de travailler sur les accueils de classe pour des publics de primaire, sur des thèmes qui seront aussi en lien avec le programme scolaire ou en lien avec des thématiques qui ont été demandées par des enseignantes sur le territoire. Donc finalement, la borne est vue comme un musée numérique parce qu'on a accès à ces œuvres-là, mais finalement, en tant que médiatrice culturelle ou animatrice, on va avoir plutôt une boîte à outils en fonction du public, du temps à disposition. Est-ce qu'on veut quelque chose de ludique, de récréatif, de visuel, ou plutôt d'être sur une médiation bien structurée avec une vraie idée, un vrai propos autour d'un thème principal et défini au préalable. Merci pour cette réponse très détaillée. Donc, nous venons en partie d'aborder les contenus de votre dispositif pour le coup, mais là, je vais poser la question à vous trois. Est-ce que il est question pour vous, en fait, d'adapter ces contenus, soit de vos dispositifs, soit de vos médiations en l'occurrence, aux capacités, par exemple, physiques ou cognitives des patients, et si oui, comment ? C'est toute la difficulté justement de pouvoir adapter en fait les médiations, parce que moi je sais que j'ai appris au fur et à mesure en faisant, en fait, en rencontrant les publics et en comprenant, et après aussi on peut se former directement pour aussi apprendre. Mais dans tous les cas, pour chaque médiation, de toute façon, pour tous les publics, il y a toujours une adaptation en fait, même pour des classes en fait, où forcément il faut comprendre, essayer d'analyser, de voir les publics, et là où il peut y avoir certaines des difficultés. Donc c'est à la fois dans son comportement, en fait, dans sa manière d'être, de parler, et aussi dans les explications qu'on va donner, le vocabulaire qu'on va utiliser par exemple. Et aussi après, dans un deuxième temps, ça va être les outils qu'on va utiliser, qu'on va proposer aux personnes pour essayer de les adapter au mieux, soit en venant directement au musée, ou soit en allant directement sur place. Alors, nous, à l'hôpital, par exemple, en ce qui concerne l'utilisation de la borne Arthur, dans un service de soins adultes du musée au chevet, tel qu'on l'appelle, moi, au préalable, je vais toujours voir les soignants déjà pour connaître un peu plus le patient avant de rentrer dans sa chambre. Et ensuite, il y a toujours un temps d'échange avec lui avant de rentrer directement dans la borne, pour pouvoir déjà ce moment de confiance, de voir aussi comment il est à l'aise avec une tablette ou pas, parce que la borne Arthur, pour le public un peu plus âgé, quelquefois c'est déjà même oser découvrir et pouvoir toucher une tablette. Donc on est dans l'accessibilité à la culture, mais aussi l'accessibilité au numérique. Donc il y a tout ça qui permet de découvrir beaucoup de choses. Et puis l'approche de la borne Arthur permet, en tout cas moi pour le musée au chevet, de pas spécialement partir d'une œuvre. C'est le patient qui choisit son œuvre, et après on la découvre ensemble. Donc voilà, il y a ces grands yeux qui s'ouvrent, ils peuvent élargir la photo et voir des détails que nous-mêmes, on dit ah ben oui, effectivement. Donc, on est tous en train de découvrir l'œuvre, et chacun a son interprétation. Et là, on est vraiment aussi dans de la médiation. Et, pour aller plus loin, il y a aussi des chapitres. Donc voilà. En tout cas, il y a vraiment aussi un préalable pour intervenir, tout comme dans les EHPAD. Ce ne sont pas des grands groupes
pour découvrir la borne Arthur, c'est plutôt des petits temps d'échange avec des personnes qui ont envie de découvrir tel thème, etc. Mais voilà, on a différents formats, en tout cas nous d'utilisation, mais il y a toujours une adaptation à notre public. Oui, on a peut-être une petite vidéo pour illustrer ce que vous disiez. Donc sur l'utilisation notamment de la borne. Quel thème vous intéresse le plus? J'ai mis l'habillement. L'habillement? Oui. Donc, est-ce que vous voulez cliquer dessus, Suzanne, sur l'habillement? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'habillement? Alors, voyons un peu. Celle-là, quoi. Ah oui, elle est chouette. Elle est super, celle-ci. Elle est chouette. Qu'est-ce que ça vous parle? C'est pour nous, ça. C'est trop cher. Oui, mais bon, on a le droit de s'imaginer. Ah bah oui. Hein. Oh, oui. Voilà. Ça, pour rêver, on rêve. Oh, bah ça, oui. Hein. C'est vrai qu'elle est vraiment On est belle. rêvé dans la vie. Regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut grossir pour voir tous les détails. Regardez. Et il y a les manches rouges. Quand on pense qu'il faisait ça à la main. Ouais. Vous vous rendez compte le travail? Ouais. C'est magnifique. Avec les fleurs, c'est joli. Vous pensez que Elle c'est en est quelle super. matière, ça? C'est quelle C'est matière? quoi? C'est des roses ou des Ouais, Je vais expliquer. on dirait bien que- Et les fleurs sont. Ah oui, les fleurs sont brodées dessus. Je sais pas, ça se faisait pas à l'époque. Le tissu imprimé. Oui, mais le tissu tout près comme ça. Alors déjà, vous pensez que c'est à quelle époque? Regardez. On va aller voir un peu là. En 1750, Ah ouais. 1775. Ça a été La fait robe robe à à la la française. Ouais. Pas mal vu, hein. Ben oui. Au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y avait des tissus imprimés? Ça, je ne sais pas. Bah, oui. Il savait s'habiller. Hein. Ouais. Franchement. Robe à la Robe française. à la française. C'est quelle matière? C'est du soie. Ouais, de la soie, exactement. Vous voyez. Donc voilà un petit peu une démonstration de l'utilisation donc, de la borne au sein du centre hospitalier. Vous l'avez peut-être un petit peu évoqué, mais on aimerait revenir aussi sur les limites ou les difficultés rencontrées lorsque l'on amène le patrimoine justement hors les murs, hors des lieux culturels traditionnels. Je vais faire le lien entre la première question, enfin la question précédente et celle-ci. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, tant qu'on n'est pas sur le terrain, des limites et de la nécessité d'avoir deux changements. Je reviens sur ce que vous avez dit. Déjà, un changement de posture, parce que finalement, on est dans un lieu de vie, donc il faut aussi arriver avec une approche peut-être moins académique. Je vous dis ça parce qu'on travaille, nous, en ce moment avec des équipes d'archives départementales. Et souvent, lorsqu'on intègre du contenu, il y a des fois encore cette question du médiateur culturel qui doit transmettre absolument un message avec une vision particulièrement verticale de la médiation, qui peut à ce moment-là faire un joli flop, hein, on va pas se mentir. Je vous dis ça parce qu'on a expérimenté cette approche-là de par notre approche académique et universitaire au début. Donc il y a le côté déjà de la posture que l'on veut faire, hein, enfin, que l'on va devoir adapter. Et l'autre chose que l'on voit, nous, c'est quel module, quel thème, quelle intention on veut amener. Et en fin de compte, lorsque l'on travaille avec des publics très variés avec la borne, on se rend compte qu'il est primordial de pouvoir en fait accepter que la médiation va vraiment s'adapter à la personne. Je veux dire par là que nous, on est amené à travailler avec des collèges, des EHPAD, on travaille aussi avec des accueils de classe dans tout type de lieux aux quatre coins de la France. On a même aujourd'hui des projets sur les dom-toms. Croyez-moi que si on arrive avec une idée bien précise, sans avoir la capacité de s'adapter en fonction du public, ça ne marchera pas. Et c'est pas, nous on part du principe que la borne n'est absolument pas un outil magique et qui va juste s'infuser comme un sachet de thé et que tout le monde va aimer la culture parce que c'est numérique et innovant, pas du tout. Il faut déjà partir du principe qu'il y a une médiation, un objectif particulier. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a développé différents modules en fonction du niveau d'intérêt, du temps qu'on va avoir et de quelle
volonté, en fait, à la fin, quel est l'objectif final. Je dis ça parce que pour nous, même une réussite de médiation serait de faire une appréciation de l'art et de la culture à des publics éloignés, empêchés, on peut mettre les termes que l'on veut, public captif, j'aime bien ce terme aussi, on travaille avec des bibliothèques, il y a ce terme-là qui revient, et 30 minutes de découverte d'œuvres d'art avec de la curiosité, des échanges et une interaction, et une volonté d'y revenir, pour nous, c'est déjà une réussite. Il ne faut pas forcément se dire on va présenter 1 heure de médiation sur un thème donné au préalable, et que chaque médiation doit amener une autre médiation, et peut-être d'être un peu patient et de s'adapter au public qui est devant nous. Voilà, d'avoir vraiment une vision, en tout cas c'est notre approche. Donc la borne a un développement holistique pour permettre ces différentes médiations, mais de ne pas se dire cette médiation ça marchera à tous les coups, mais plutôt de se dire en fonction du public que je vais avoir, je vais adapter ma médiation. Et je dis ça avec beaucoup de regret parce qu'on aurait aimé trouver la solution avec un module qui marche à tous les coups pour tout le monde, mais ça ne marche pas. Au niveau des freins, par exemple, quand on parle de musée au chevet, moi on a beaucoup de patients qui nous disent oh ben non, c'est pas pour moi. Mais par contre, quand on arrive dans la chambre et qu'on commence à parler avec eux, déjà le gros problème quand on est hospitalisé, c'est l'isolement. Donc du coup, rien que d'avoir une personne qui vient leur sortir pendant un quart d'heure, une demi-heure, ce temps pour s'échapper de cette chambre d'hôpital, ils sont très contents. Après, c'est encore mieux quand ils ont envie du coup d'aller un peu fouiller dans la borne et qu'ils voient qu'en fait, c'est pour eux. Et qu'on peut discuter. Et souvent, ce sont ces personnes-là qui, au départ, étaient un peu réfractaires ou ont encore envie de plus découvrir. Donc, oui, on a ce frein-là au départ qu'il faut arriver à surmonter. Bon, quelquefois, ça fonctionne pas. Hein, mais voilà, en parlant, quelquefois, si on parle de culture, ça leur fait peur. En tout cas, pour certains, pas pour tous. Alors, il faut entamer le dialogue sur quelque chose qui les amène vers la bande, vers la culture, vers ce qu'ils aiment. Et après c'est parti. Alors pour les difficultés, c'est vrai que je rejoins un peu ce que vous avez dit aussi, parce que les musées restent aussi des structures qui peuvent être impressionnantes en fait pour des publics, ou même l'histoire de l'art ou les beaux-arts d'une manière générale. Et c'est vrai qu'il y a toujours enfin, nous, on a toujours cette envie de dédramatiser aussi et de rendre en fait ça plus facilement abordable en fait, et qu'on n'a pas besoin d'avoir lu des tonnes de livres ou faire des tas d'années d'études pour forcément aussi apprécier des œuvres d'art. Et c'est pareil en plus pour moi, particulièrement les ateliers de pratique artistique où je vais faire de l'initiation, de la sculpture, du dessin ou de la peinture, etc. Et pareil, il peut y avoir tout de suite des fois des freins de je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre, etc. Je ne l'ai jamais fait. Et du coup, c'est à moi ou à nous, en tout cas, d'arriver à rendre les personnes à l'aise, dédramatiser, d'essayer de rigoler un petit peu de tout ça aussi, et de montrer que c'est possible et on peut passer un bon moment, etc., sans forcément avoir tout un bagage, en fait, derrière, obligatoire. Merci pour ces explications. Donc, on va revenir juste sur la borne Arthur, notamment. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, puisque vous avez dit que son installation était envisagée dans d'autres services que celui du pôle gériatrie. Mais j'imagine que si on a cette volonté de l'étendre, c'est qu'il y a eu quand même un certain retour positif des patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. On a fait des évaluations de l'utilisation de la borne avec les résidents qui l'ont utilisée, les familles aussi, parce que là, du coup, c'était vraiment notre public âgé. Donc, les familles ont aussi joué le jeu. Quelquefois, il emprunte et puis il découvre dans la chambre. Voilà, c'est de l'utilisation libre de la borne avec les familles. Donc, ça permet aussi d'évoquer des souvenirs, de même mieux connaître leur vie d'avant avec les familles, avec les bénévoles, avec les soignants. Donc, c'est quelque chose, en tout cas, qui crée du lien, ça c'est sûr, qui crée du lien via l'accès à la culture et qui est facilement transportable, utilisable en tant que borne. Après, en termes de conférences-échanges, on est encore en train de développer et on veut le développer encore plus avec des modules prêts à l'emploi qui vont se mettre en place cette année
aussi dans notre secteur de gériatrie. Mais effectivement, on a pensé à notre public âgé et on pense aussi à notre public enfant qui bénéficie des ateliers des musées du Mans et de Sarthe Culture. Mais le musée au chevet en pédiatrie ou un tout petit groupe avec maintenant on a la chance d'avoir du personnel, une neuropsychologue qui est aussi prête à développer ce type d'outils. Donc on a vraiment envie de le développer auprès de notre public enfant. Et donc justement, quels enseignements tirez-vous de cette expérience, peut-être pour d'autres encore futurs projets qui ne sont pas forcément liés à la bonne nature et d'autres projets culturels à amener au centre hospitalier? En termes d'innovation D'innovation oui. Ou d'autres types de médiation par exemple? Moi je sais que j'ai été confrontée avec une médiatrice conservatrice de la ville du Mans à ce moment-là qui venait faire de la médiation au chevet. Une fois on rentre dans la chambre et là on n'était pas le personnel nous avait pas prévenu et en fait c'était quelqu'un de non-voyant. Alors musée au chevet avec là à ce moment-là on avait un ordi et une personne non-voyante, c'était pas simple hein. Et c'est toujours pas simple pour notre public âgé qui a ses difficultés visuelles. Et du coup, oui, réfléchir à quelque chose en termes d'accessibilité aux personnes non-voyantes serait effectivement en plus, tout comme, alors là, on est en termes d'innovation et d'accès à la culture hors musée, etc., de pouvoir organiser des expositions temporaires autour des expositions de la ville, en écho, parce qu'effectivement, nous, à l'hôpital du Mans, le partenariat qui est intéressant avec les musées du Mans, avec Sarthe Culture, c'est de donner l'envie, une fois qu'on a soit fait l'atelier, soit fait des temps de musée au chevet, etc., de pousser les portes des musées et de donner l'envie de se dire, oui, au final, c'est fait pour nous et on peut pousser la porte. Le musée, il n'est pas accessible qu'aux personnes qui ont bac+5. Non, vous me gardez, non. Donc la Borne Arthur, elle a donc évidemment été mise en place en milieu hospitalier, mais il me semble que ce n'est pas uniquement le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Maxime, là-dessus? Alors oui, nous on est, donc, pour vous refaire un peu l'historique, on a travaillé essentiellement sur les publics empêchés, EHPAD, hôpitaux. Et en fin de compte, pour la petite histoire, donc il y a eu l'effet Covid aussi, hein, donc beaucoup de lieux culturels qui étaient fermés. On avait des partenariats qui étaient en cours ou en termes de réalisation avec des départements au préalable, qui ont été mis donc à l'arrêt. Mais ça nous a permis, en fin de compte, de nous recentrer sur les différentes utilisations de l'outil et par des tests essais-erreurs d'améliorer l'outil. Et en fin de compte, tout revient dans l'ordre, on va dire, dans la mesure où, par le biais des inaugurations qu'on a pu réaliser à chaque fois dans le cadre des bornes Arthur installées dans un EHPAD, il n'est pas rare qu'il y ait donc une journée d'inauguration, notamment la volonté de créer ces EHPAD dits tiers-lieux qui peuvent également accueillir bibliothécaires, accueil de classe aussi pour le coup. Et donc on a à ce moment-là rencontré des élus qui ont été également intéressés par le dispositif borne Arthur, et donc on a été amené à rencontrer à ce moment-là des premières villes qui sont parties sur ce projet qui a été ensuite relayé dans des actions en vue de publics empêchés, de médiation vers les publics empêchés dans les départements. Et en ce sens, on a commencé avec le département du Morbihan et d'Indre-et-Loire, spécifiquement sur ce volet d'expertise, entre guillemets, de médiation culturelle numérique pour des publics empêchés avec des contenus prêts à l'emploi, qui peuvent être utilisés par des bibliothécaires sans avoir besoin d'une formation très complexe. Et aujourd'hui, donc, on travaille sur différents types d'échelles. Je parle en termes de ville. On peut autant travailler sur une ville de moins de 2000 habitants, sur une idée de choix de politique d'accès à l'art et à la culture pour tous, à tout âge et de manière gratuitement parlant. Donc de se dire qu'on peut faire des actions de sensibilisation pour la petite enfance jusqu'au public dit empêché ou nos aînés, avec une borne Arthur qui, dans une petite ville, va être amenée à circuler autant sur du périscolaire que dans les classes, que dans la bibliothèque s'il y en a une, ou aussi dans l'EHPAD, jusqu'à avoir la possibilité de travailler sur des projets beaucoup plus gros en termes de dimension et de diffusion de l'accès à l'art et à la culture,
Par exemple, on est en train de travailler avec le département du Doubs sur l'intégration de plusieurs bornes Arthur au niveau du réseau des bibliothèques départementales, et également, quand on parle d'accéder au patrimoine, pour revenir au thème de la conférence, avec l'intégration d'œuvres de musées départementaux et des archives départementales. Avec donc la bibliothèque départementale, donc le réseau des bibliothèques départementales qui sont diffuseurs du contenu, qui permettent d'aller au plus proche. On parle de bibliothèques de moins de 10 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, dans le cadre de petites villes, qui vont donc avoir accès, par le biais de ces bornes, à ces médiations-là qui ont été faites par le département, soit par le musée, soit par les archives, mais on est aussi capable de créer des contenus sur mesure pour les départements. Donc aujourd'hui, on est sur 4 pays actuellement, France, Suisse, Belgique, Luxembourg, autant sur les publics âgés, on va dire, EHPAD, les hôpitaux. On travaille aussi donc avec les villes, les agglomérations et les départements. Et aujourd'hui, on est en train d'avoir des premiers contacts avec le Canada francophone, sachant que la borne Arthur est en train d'être diffusée, un premier début, parce qu'après il y a des questions de mise en pratique et de logistique, à l'international, avec une volonté de traduire le contenu en anglais, dans la mesure où le contenu est déjà prêt à l'emploi, et qu'il est possible d'intégrer son propre contenu dans la borne. Pourquoi pas le musée du Mans, un petit clin d'œil. En tout cas, je vous dis ça parce qu'on travaille autant avec des archives départementales que de grands musées, mais aussi des plus petits musées. On a été amené l'année dernière à créer un dispositif de prise de vue aussi pour des petits musées locaux qui n'ont pas le budget de faire la prise de vue par des professionnels, parce qu'à ce moment-là, souvent, le devis coûte plus cher qu'une ou deux bornes Arthur, donc on ne peut pas se partir dessus. Et donc on est capable autant d'intégrer du contenu déjà disponible ou de valoriser des fonds d'archives qui sont un petit peu perdus dans un site internet avec des centaines de milliers d'œuvres, que de faire des prises de vue dans un petit musée local et ensuite de pouvoir le diffuser dans ce grand réseau de 150 bornes en monde. Merci pour ces précisions. Donc une question qui s'adresse à vous trois. Donc est-ce que vous avez, j'ai un peu évoqué, mais observé des effets particuliers donc chez les publics que vous côtoyez, que ça peut être bien-être, échange, souvenirs, comme on en parlait, apaisement, ce genre de choses? Alors oui, on a vraiment observé, nous, en tout cas au niveau du public âgé, c'est un outil pour les soignants pour mieux connaître aussi leur public, en fait, parce que, bon, évidemment, il y a d'autres échanges et d'autres moyens de connaître leur public, mais quelquefois, la vue d'une œuvre, etc., leur permet ça revient notamment des patients qui ont des troubles cognitifs sur des sujets qu'ils n'avaient jamais abordés autrement. Donc, c'est un outil aussi, nous, pour les soignants, pour connaître les publics. Donc, et puis, effectivement, pendant ce temps où c'est un peu en face à face ou en petit groupe, la personne est généralement très apaisée parce qu'on la laisse parler, on la laisse découvrir à son rythme. Donc, ces temps de médiation via la borne, on a vraiment observé que c'était, notamment les neuropsychologues de l'hôpital, ont observé que c'était un outil utile. Et justement, en parlant de ça, on va pouvoir mettre un petit peu la vidéo que vous nous avez transmise. Alors, je pense que la borne Arthur peut avoir plusieurs usages, à mon sens. Alors, son usage premier par rapport à l'accessibilité à l'art, déjà avant toute chose, puisque c'est l'idée principale de cet outil, mais moi, d'un point de vue professionnel, j'y vois beaucoup d'autres utilisations, notamment dans la communication avec les gens, puisque l'avantage de cet outil est que ce sont les gens qui vont aller vers l'outil, et non pas l'outil qui va aller vers les gens. Ils peuvent sélectionner différentes photos, différents formats, différentes époques, différents styles d'art, et c'est eux qui vont plutôt nous amener à échanger. C'est pas forcément nous qui allons les amener à des supports. Je trouve ça très intéressant pour creuser sur leur histoire de vie, creuser sur des activités qui leur sont propres, creuser sur des activités qui ont été privilégiées au cours de leur vie, mais qui ne peuvent pas forcément réaliser dans ce contexte. Donc, à mon sens, il y a un vrai intérêt au niveau de l'échange, et aussi au niveau de la stimulation des capacités cognitives, puisque malgré les troubles cognitifs, ces personnes disposent de capacités qui leur sont résiduelles, notamment de communication, notamment de lien social, et ça valorise aussi, ou en tout cas, ça nous permet d'essayer de maintenir l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes.
Par rapport à la mémoire, effectivement, il y a aussi un grand intérêt avec la borne Arthur, puisque en fonction d'une photo, on va pouvoir échanger sur un thème précis. Un thème qui me viendrait, c'est l'exemple de la couture. Beaucoup de dames ont été couturières dans cette génération. Beaucoup de dames ont un attrait pour certains outils, certaines techniques liées à la couture, que je ne maîtrise absolument pas, mais qu'elles vont pouvoir aussi me verbaliser et m'apprendre. Donc on va pouvoir travailler autour de cette image sur des souvenirs anciens, soit des souvenirs de travail, soit des souvenirs de vie, en lien avec parfois leur mère, leur père, des proches, avec qui ils ont vécu des choses en lien avec la couture. D'un point de vue thérapeutique, nous, ça va nous permettre de juger les capacités de mémorisation ancienne, la capacité à récupérer des souvenirs, mais aussi de développer d'autres activités autour de la personne, puisque en structure, on a aussi un intérêt autour d'un projet de vie, et je pense que cet outil peut être un vrai média pour favoriser des objectifs quant au projet de vie des personnes. Alors, dans mon usage, cet outil de médiation, je l'utiliserai davantage à des fins individuelles, de façon à avoir un accompagnement spécialisé auprès de la personne. Ça me paraît plus simple en tant que psychologue, neuropsychologue, et je préfère aussi laisser un usage de groupe à l'animation qui fera bien mieux que moi, hein, très clairement, de façon à cibler, moi, de mon côté, des choses un peu plus précises avec les gens, là encore sur un travail autour des capacités résiduelles. Si je devais faire un atelier, il serait relativement court, de façon à ne pas trop les solliciter, je pense une trentaine de minutes, en sélectionnant 1, 2, 3 images maximum, plus si les personnes n'ont pas forcément d'attrait pour les images qui sont sélectionnées spontanément. Mais en tout cas, l'idée de limiter le support favorisera bien évidemment l'échange, bien évidemment la stimulation des capacités cérébrales, et me permettra aussi d'avoir une connaissance un peu plus fine de la personne à visée d'accompagnement. Donc peut-être vous répondre à cette question à propos des publics que vous côtoyez, des médiations que vous êtes amené à faire. C'est vrai que l'objectif, de toute façon, je vois, c'est de pouvoir passer déjà un bon moment en fait dans une activité, dans une médiation en fait qui va se faire et tout au musée ou en extérieur, de pouvoir forcément après découvrir. Et ça me fait repenser parce que je me rappelle avoir fait il y a quelques années un atelier justement dans un EHPAD avec des personnes âgées. Je fais un atelier sur les hiéroglyphes. Et il y avait 10 personnes, et en fait, 8 sur les 10 personnes avaient fait une croisière en Égypte en fait, dans leur vie. Et en fait, ils avaient tout de suite reparlé en fait, de leurs souvenirs et tout, etc. C'était encore très vif pour eux. Donc ça faisait partie aussi de cette histoire de mémoire et de revenir en fait comme ça, de faire remonter en fait des souvenirs à la surface. Et bien sûr de découvrir et voilà, de passer un bon moment, parce qu'en fait j'ai remarqué qu'on parle souvent d'art-thérapie en fait, dans des activités artistiques, mais je me rends compte que moi j'en fais en fait. On en fait systématiquement quelque part, dit qu'on va proposer un atelier en fait comme ça de pratique artistique. En fait, ça va être tout de suite valorisant pour les personnes de construire et d'utiliser des matériaux et de les transformer pour faire quelque chose à leur niveau en fait, voilà, dont ils peuvent être contents d'avoir fait voilà, ensemble sur un temps donné. Donc merci beaucoup. Donc nous avons donc vu que les outils et aussi les médiations à les murs que vous mettez tous les 3 en place permettent de faire venir la culture au public. Pourtant, la question de l'accessibilité elle constitue aussi un enjeu au sein même des lieux culturels. C'est pourquoi je me tourne une fois de plus vers vous, Thomas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de dispositifs qui sont par exemple mis en place au Musée du Mans pour favoriser en fait une accessibilité in situ? Alors en effet, dans les musées depuis quelques années maintenant, on a mis en place en fait, des dispositifs à destination des personnes non malvoyantes et en lien du coup avec une œuvre en particulier. Il y a par rapport, vous avez ici sur l'image un tableau primitif en fait au musée. Il y a un nouveau dispositif qui est ouvert il y a pas très longtemps autour d'un meuble en fait qui est présenté aussi au musée de Tessé. Et l'idée, en fait, c'est que c'est un dispositif qui a été construit, mais aussi avec les personnes concernées. En fait, c'est ça qui était important dans cette histoire, c'est que dès le départ, en fait, ils ont été sollicités pour déjà faire des temps de visite en fait avec des médiateurs, pour choisir aussi avec eux, et même jusqu'à l'écriture en fait aussi, qui va être proposée ensuite sur le dispositif. Donc vraiment, ils ont suivi en fait tout le projet en fait, du début à la fin jusqu'à ça se finit du coup par un petit vernissage aussi avec voilà la présentation du meuble. Et ça c'est super en fait de pouvoir faire ça avec eux vraiment du début à la fin. C'est la meilleure formule en fait je trouve qu'on peut proposer en fait pour ces personnes-là. Et aussi ce que je trouve vraiment, et ce qu'on voit après à l'usage aussi, c'est qu'on se rend compte aussi que ça bénéficie à tous les publics.
En fait, même si c'est spécifiquement pour un public, en fait, on se rend compte que tout le monde, les enfants, les adultes vont venir voir, toucher, etc. et s'emparer en fait des dispositifs qui sont présents. Vous nous avez aussi parlé d'autres dispositifs, les FALC notamment. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu nous en dire plus? Aussi, en effet, ça fait partie des dispositifs qui peuvent accompagner, un dispositif déjà présent ou alors être à disposition des publics, et en effet des documents faciles à lire et à comprendre, qui permettent, pour des personnes de pouvoir avoir des informations précises, simples et ciblées, en fait. Alors, c'est des documents qui ont une charte graphique particulière à respecter. On fait pas ce qu'on veut. Il y a vraiment tout un protocole, en fait, à utiliser. Mais une fois de plus, du coup, de le faire avec les personnes. Et pareil, je sais que c'est un document. Moi, je savais pas que ça existait avant qu'on le mette en place au musée. Mais je sais que même moi, quand je vais dans d'autres musées, j'aime bien les prendre, en fait, les regarder, parce que je sais que tout de suite, j'ai un premier point de vue, en fait, avec des informations faciles d'accès. Et après, on peut aller sur les contenus qui peuvent être plus denses, complexes, etc., en fonction de ce qu'on a envie. Donc ça fait partie vraiment des documents qui permettent de rendre le musée accessible à des personnes en difficulté, des fois, d'apprentissage du français, ou de lecture, etc. Donc ça fait partie de ces outils, en fait, dont on peut s'emparer. Merci pour cette réponse. Pour clôturer donc cette table ronde, on va s'ouvrir vers une question un peu plus large, qui est comment imaginez-vous l'accès au patrimoine pour ces publics empêchés? Pensez-vous à de nouveaux outils ou alors encore à des publics peu touchés par la médiation patrimoniale? Alors nous, au niveau du centre hospitalier du Mans, effectivement, on est toujours en train de chercher des projets qui permettent un accès au patrimoine déjà local et plus largement pour nos publics. Donc on a une galerie d'exposition déjà dans notre hôpital en interne, et là on réfléchit pour voir comment on pourrait organiser des expositions temporaires sur le patrimoine, peut-être en extérieur. Là, quand j'ai écouté les médiations, les conférences de ce matin avec les effets sonores, évidemment que ça m'a fait rêver pour nos patients. Mais voilà, donc oui, tout ce qui peut permettre cette accessibilité hors les murs au patrimoine, oui. Mais voilà, c'est en écoutant, en testant, en nous envoyant quelquefois des projets aussi à tester chez nous qu'on peut se dire, ah oui, on pourrait se lancer, etc. Alors, bon, pour la question de la mise en avant du patrimoine, nous, notre objectif, c'est, parce qu'on a, par le biais de cette étiquette de musée numérique, souvent le fait d'être accolé à des tableaux de grands maîtres, de pouvoir découvrir Van Gogh, Rembrandt, Claude Monet, ce qui est génial pour le coup. Mais l'objectif aujourd'hui, dans la mesure où on a pu dresser un nombre d'expositions déjà assez conséquentes, l'objectif désormais, c'est de travailler sur la mise en valeur du patrimoine local dans le cadre de projets, lorsqu'on travaille avec une collectivité ou un département. Notamment, il y a 2 semaines, on a inauguré une borne Arthur dans le cadre d'un EHPAD, l'installation d'une borne Arthur dans un EHPAD. Et c'était l'occasion aussi de présenter un travail qu'on a réalisé avec les archives d'Indre-et-Loire sur la création d'une exposition numérique Vin et Vendange, qui retraçait en fait des photographies d'époque des années 30 et 50. Et l'idée derrière n'est pas juste de valoriser le patrimoine pour le valoriser, parce que finalement, ces photographies ont permis de faire des temps d'échange dans cet EHPAD-là, puis après dans tous les EHPAD du département et même dans la France entière, vu que le contenu sera diffusé, ce qui permet en fait de présenter l'universel, mais aussi de faire un travail de transmission du patrimoine sur des sujets très précis et très niches. Et on était encore en train de discuter il y a quelques jours avec d'autres services d'archives départementales qui me disaient mais à quoi ça sert, pour faire le petit clin d'œil, de mettre nos œuvres dans une borne Arthur sachant qu'elles sont sur notre site internet. C'est toujours la question, c'est qu'en fait le site internet, qui y va, puis on peut voir les ressources et puis le nombre de visites, mais surtout pourquoi et comment. Et donc nous, l'idée, c'est de, par ces bornes Arthur-là, proposer encore plus de patrimoine local et de transmission sur des outils clés en main, pour pouvoir finalement présenter les continents du monde entier, 5000 ans d'arrêt d'histoire, donc les Égyptiens, pourquoi pas, la Grèce antique,
la Renaissance italienne, on a des œuvres de la Galerie des Offices qui arrivent bientôt, mais pourquoi pas aussi des photographies d'époque qui sont finalement de plus en plus oubliées. Et en fait, c'est d'être capable, surtout dans un monde où on vit au rythme des algorithmes et tout le monde voit la même information au même moment, de faire un petit peu un contre-pied de ce système-là et de se dire, en fait, on va remettre au goût du jour des photographies d'époque avec une numérisation d'une extrêmement bonne qualité et de le rendre disponible. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 5 départements au niveau de la mise en valeur et la création d'expositions ou de conférences sur des thématiques locales. Et en plus, quand on parle d'écologie, c'est aussi un moyen souvent de reprendre des expositions passées qui ne sont plus disponibles aujourd'hui et donc de les transformer et de ne pas créer forcément un contenu ex nihilo, donc il n'y a pas forcément un temps de travail, une charge de travail trop élevée, et par la magie du numérique, entre guillemets, la rendre accessible dans plus de 1000 bibliothèques aujourd'hui, qui, par l'effet réseau, peut avoir accès à ce contenu, puisse aussi tout ce qui est, entre guillemets, public empêché, nos amis des EHPAD, qui sont ravis d'avoir accès à ces photos-là. Pour le développement de l'accessibilité, il y a forcément d'essayer de toucher toujours des publics qui n'osent pas ou qu'on n'arrive nous pas à toucher en fait par les liaisons déjà qu'on a avec le territoire en fait pour les musées. Et il y a aussi la manière dont en fait on travaille les médiations, c'est-à-dire qu'on peut faire des médiations plus sensorielles par exemple, ou qui utilisent pas forcément dans un apport systématique de connaissances on va dire, etc. Ça peut être aussi un moyen aussi de toucher d'autres personnes et de pouvoir faire aussi des partenariats avec des structures, des animateurs, etc. Et aussi bien sûr parce que l'idée c'est pas qu'un musée doit rester un lieu figé, il évolue aussi forcément dans ce qu'il présente, dans la manière dont il présente, etc. Donc ça aussi ça permet de renforcer en fait l'accessibilité du lieu, des collections. Eh bien, merci. Et c'est sur ces mots que va se clôturer donc cette table ronde sur le thème de l'accessibilité du patrimoine. Donc, nous vous remercions tous les trois pour votre présence.